merci d'être venu, bienvenue. Donc, l'éthiopathie, j'imagine bien que la première question que vous vous posez en venant ici, c'est « Mais qu'est-ce que l'éthiopathie ?» Avant de vous en parler, je voudrais vous dire comment moi j'y suis venue à l'éthiopathie. J'ai toujours été cartésienne. Quand j'étais petite, je résolvais déjà des exercices de mathématiques de ma sœur aînée. Pendant longtemps, j'ai voulu être vétérinaire. Et puis, la perspective de donner des médicaments à des chiens, de stériliser des chats, de donner des antibiotiques à des cochons, ça a un peu cassé mes idées. Donc, je me suis dit, pas vétérinaire, première déception. Vous allez voir que toute mon arrivée à l'éthiopathie n'a été qu'une suite de déceptions. Moi, j'étais comme vous, hein. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc, à 12 ans, j'ai décidé que je ne deviendrais pas vétérinaire. Soit, mais je peux quand même sauver des vies. À ce moment-là, la médecine, j'imaginais que ça n'était pas pour moi. Je pensais n'avoir aucune des conditions requises pour être un bon thérapeute. Alors, heureusement, je me trompais, parce que l'éthiopathie, c'est quand même ça et ça. On ne peut pas vraiment être plus en contact avec le patient. Donc à l'époque, pas médecine. Je me suis donc tournée vers d'autres envies, d'autres idées, et j'ai décidé de me diriger vers la recherche scientifique. Et à l'époque, ce qui me semblait encore plus noble, la recherche médicale. Parce que dans mon imaginaire, j'évoluais entre deux scénarios. Le premier, forêt équatoriale, moustiquaire, chapeau, machette. Je m'imaginais Indiana Jones. Je pensais aller à la découverte de peuples inconnus. On arriverait à tisser un lien de confiance. Ils me montreraient leurs petits secrets. Je ramènerais ces plantes exotiques en France et j'arriverais à décortiquer le principe actif et ainsi montrer à l'Occident en quoi c'était très bien de pouvoir suivre les enseignements de ces gens. Oui, j'étais un petit peu colonialiste. Bonsoir. Je vous en prie, allez-y, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était mon premier scénario. Le deuxième scénario, rien à voir. Laboratoire hyper sécurisé, badge à l'entrée, respirateur, gouttelettes de transpiration buées sur le visage. Je m'imaginais avoir une grande équipe et on révolutionnerait la face du monde. Donc oui, non seulement j'étais colonialiste, mais en plus, j'avais un peu le melon. Je me suis donc dirigée vers des études de pharmacie. Donc j'arrive en amphi. Donc l'amphithéâtre de pharmacie, c'est pas tout à fait pratique, hein. On est loin des tubes à essai, c'est vraiment un amphithéâtre. Si on arrive en retard, on se fait huer. Donc je suis arrivée à 18 ans, 5 minutes en retard, se faire huer par l'intégralité du bâtiment, c'était un petit peu terrifiant. Mais je me suis dit, bon, c'est qu'un mauvais moment à passer. Après, c'est la porte ouverte à tous mes idéaux. J'ai commencé mon année et je suis quand même allée voir le prof de chimie organique pour lui demander comment allait se dérouler la suite des études et pour voir comment moi je pouvais m'intégrer là-dedans. Là, il me regarde et il glousse. Il se moque pas de moi, hein, juste il glousse. Bon, il me dit oui, c'est bien gentil, peut-être que vous ferez du terrain, hein, peut-être. Mais bon, vos sujets d'études, faut pas rêver, ce sera pas Ebola, ce sera des choses qui rapportent. La grippe, les antidépresseurs, les anxiolytiques. Bon. Deuxième déception. Je me suis dit, d'accord, je vais peut-être revoir un petit peu mes idées, c'est pas parce qu'on ne soigne pas des maladies qui me semblaient prestigieuses que je ne peux pas soigner les gens. Je pourrais quand même les soigner sur des pathologies du quotidien, sans faire de bruit, discrètement, dans l'ombre. Je changeais donc de costume. Je passais d'Indiana Jones à Batman. J'ai donc continué mes études. Et lorsque le prof de culture générale nous a avoué que la moitié des médicaments mis sur le marché étaient soit inefficaces, soit dangereux, là c'était la butte. Moi je ne me voyais pas comme faire du clientélisme, je voulais vraiment sauver les gens. Et pour moi, soigner, c'est pas juste délivrer un médicament qui en plus ne marche pas. Donc je suis rentrée chez moi, dépitée, et j'ai appelé une amie. C'est une amie que je remercierai toujours, donc elle s'appelle Anne-Cécile Hubert, et elle me dit
renseigne pas sur l'éthiopathie? Parce que bon, moi je me fais soigner avec ma famille depuis des années, il y a une école à Rennes, j'habitais Rennes à l'époque, peut-être que ça pourrait t'intéresser. Moi j'étais comme vous, hein, l'éthiopathie. Et donc j'ai cherché. J'allais dans la maison, j'allumais l'ordinateur. Ça c'est le modem. C'est le roi modem. Hein. Et en plus, il n'y avait pas non plus Google. Hein. Donc j'ai quand même fait mes recherches. Et je suis tombée là-dessus. Donc selon Larousse, l'éthiopathie est une méthode de médecine naturelle à base de manipulation qui vise à rechercher le point de départ de la douleur ou de l'état pathologique. Qui, contrairement à l'allopathie c'est la médecine classique, la médecine traditionnelle, qui va plutôt essayer de, je vais dire, cacher le symptôme. C'est-à-dire que, si on prend un exemple, vous avez mal au poignet. Dans la majorité des cas, ou si vous avez de la chance, on va vous donner une pommade à appliquer localement. Si ça ne fonctionne pas, on va vous donner un médicament. Si le médicament fonctionne, il ne fonctionne pas à tous les coups, si le médicament fonctionne, vous n'aurez plus mal au poignet. Vous n'aurez plus nulle part mal d'ailleurs. Hein. Si vous aviez mal au genou, ça marche aussi. Mais par contre, le problème que vous aviez au poignet, il ne sera toujours pas réglé. Le symptôme sera juste masqué. Et pour ça, moi je trouve que c'est pas satisfaisant intellectuellement parce que soigner, c'est pas juste cacher. Donc j'ai continué à chercher parce que, comme je vous disais tout à l'heure, moi je suis quelqu'un de cartésien. Je voulais quelque chose de tangible, je voulais quelque chose qui était éprouvé, et donc je tombe là-dessus. Là oui, je vous imagine bien, oui. Quel est le rapport? Je vous explique. Donc ça c'est un crâne hein, d'une jeune fille, donc elle a été trépanée. Trépanée c'est le trou là qu'on voit. Donc ça, on en retrouve beaucoup sur tout le long du néolithique. Néolithique, c'est de 3500 à moins 10 000, c'est Cro-Magnon. Donc en comparaison du nombre de crânes qu'on retrouve, on retrouve énormément de crânes trépanés. Ça veut dire que c'était une pratique qui était courante, une pratique thérapeutique qui était assez courante. Il y a deux choses qu'il faut voir. Donc c'est une trépanation volontaire. On voit que le rond est bien circulaire et qu'elle a survécu. Elle a survécu parce que les bords, ils sont bien lisses, bien émoussés. Donc tout ça pour vous dire que si Cro-Magnon il trépanait, on retrouve aussi d'autres vestiges d'amputation volontaire. Donc si Cro-Magnon faisait tout ça, réduire une entorse, soigner un lumbago, ça ne devait pas lui faire peur. Et donc en fait ça, on trouve des thérapeutes comme ça qui jalonnent l'histoire depuis toujours, depuis la nuit des temps j'ai envie de dire. Donc on commence par Asclépios. Asclépios, on l'aime bien en éthiopathie parce qu'il montre qu'à une époque éloignée de la nôtre, il y avait déjà une démarche scientifique dont découlait un traitement manuel. Donc là, à titre personnel, moi j'aime bien cette image, déjà parce que bon, pardon, on y voit Asclépios qui clairement là est en train de faire une technique cervicale, et surtout derrière, on voit sa fille, Hygie pour hygiène. Et cette image, elle est intéressante parce qu'elle montre les deux pendants d'une bonne santé. Le pendant thérapeutique avec Asclépios et le pendant hygiénique avec sa fille Hygie. Donc, dans l'hygiène, on entend autant se laver, mais aussi l'hygiène alimentaire et l'hygiène sportive. Les deux fils d'Asclépios vont former les deux premières écoles de médecine qui vont appliquer ces principes-là. On continue. Donc là, je vous ai fait un petit panel, une petite frise chronologique. Donc Hérophile, alors Hérophile, si vous voyez ici, c'est une petite scie qu'il a. Donc lui, sa spécialité, c'est la dissection et la vivisection. En moins 350, au XIe siècle, on a Avicenne qui a plutôt collecté les traités de physiologie. On continue, 1550, Ambroise Paré. Ambroise Paré, il est assez connu puisqu'on considère que c'est le père de la chirurgie moderne, c'est-à-dire la chirurgie telle qu'on la connaît. Et il est intéressant parce qu'il a émergé à une époque où il y avait encore deux courants de médecine. Le courant mécaniste, je vous en prie, allez-y enfants. Le courant mécaniste, qui est représenté par les barbiers rebouteux dont découlent les chirurgiens, et le pendant potion, magique, qu'on peut appeler aujourd'hui chimique, dont découle aujourd'hui la médecine traditionnelle avec les médicaments. On continue, pardon. Donc ici, c'est Louise Bourgeois, qui a fait les premiers traités d'obstétrique. Donc les femmes aussi étaient également présentes. Frédéric Hoffmann, pour qui le mouvement est la vie.
Thurbrand et son élève Henri Stapfer, 19e siècle, qui ont créé la gymnastique gynécologique, qui est assez intéressante. On n'a pas ça en France, mais dans les pays nordiques, ils ont ce pendant gymnastique où c'est aussi intégré dans le soin. Et Pierre Brioude. Pierre Brioude, je l'ai mis parce que vous voyez, c'est le 20e siècle. Il est assez connu, notamment dans le coin, parce que Nasbinal, c'est pas très bien. Merci. Et en fait, je vous l'ai mis parce que ça montre qu'à une époque pas si éloignée de nous, il y avait des recours à des thérapeutes manuels. Ça date de nos parents et de nos grands-parents. Et puis en fait, la médecine allopathique ne s'est substituée à ces thérapeutes-là que très récemment, en fait. Donc tous ces thérapeutes-là ont jalonné l'histoire de l'humanité. Et l'héritière de ces thérapeutes manuels au sens de Kerr-Shir, c'est l'éthiopathie, puisque l'éthiopathie se définit comme une chirurgie non instrumentale. Alors moi, à ce moment-là, j'étais déjà hyper étonnée. J'apprends également que éthio, ça vient du grec aethia qui veut dire cause, et pathie, donc la pathologie, la souffrance. Et que c'est donc le moyen de remonter de la cause de la souffrance, à sa cause. Je continue mes recherches et je tombe sur ce qui ressemble un petit peu à une anecdote. Ça se passe dans les années 50, pendant une compétition de saut à longueur. Un sportif effectue son saut, se réceptionne mal, était obligé d'arrêter la compétition à cause d'une vive douleur à l'arrière de la jambe. Vous devinez que cette douleur, c'est une sciatique. En fait, le vrai mot, c'est sciatalgie. Couramment, on appelle ça une sciatique. Et donc ça l'oblige à arrêter définitivement la compétition. Et en plus, ça l'handicape énormément. Et pendant 2 années, il suit les traitements classiques et aucun traitement ne soulage sa douleur. Il finit par aller consulter un vertébrothérapeute, donc André de Sambucy, qui, en une poignée de séances, résout son souci. Ce sportif, c'est Christian Trédaniel, le fondateur de l'éthiopathie. Donc, Christian Trédaniel, il est un peu dérouté par ce qui vient de lui arriver, puisqu'il a suivi le cursus médical classique pendant 2 ans, et c'est un vertébrothérapeute, donc un thérapeute en marge de la médecine classique, qui lui résout son problème en quelques séances. Donc, il est assez intrigué, il se demande comment ça fonctionne, et qu'est-ce qui se cache derrière ces interventions-là. Il suit donc les enseignements d'André de Sambucy pendant 4 ans. Il est réussi à officier au Val-de-Grâce, donc à l'hôpital. Donc ça lui permet un petit peu d'éprouver ce qu'il a appris. Et il arrive à une impasse. André de Sambucy lui dit « Bon, il est peut-être temps que tu ailles voir ailleurs ». Donc il est allé voir à l'époque là où était la source de la thérapie manuelle, chez les chiropracteurs, donc aux États-Unis. Il y rencontre son fidèle compagnon, André-Jean Bouchette, et il revient en France. Il y rencontre André-Jean Bouchette, mais à la fin de ses études, Christian Trédaniel, il est déçu. Il est déçu parce que, effectivement, pendant toutes ses études, il a rencontré de très bons techniciens. Mais aucune logique ne vient étayer le fait de l'intérêt des techniques. Ce sont certes des bons thérapeutes, mais ils utilisent juste un livre de recettes. Et donc Christian Trédaniel, il va essayer de trouver cette logique. Pour cela, il s'appuie sur les raisonnements de René Descartes. Ça tombe bien puisque moi je l'adore. Donc pour René Descartes, en fait, le corps fonctionne comme une machine dont les organes sont les rouages. Ça, c'est ce qu'on appelle également la systémique. C'est juste une manière de voir le corps humain. Et donc, cette systémique, c'est une manière simple et mécanique d'expliquer ce fonctionnement. Ce qui permet à Christian Trédaniel de trouver les liens de causalité entre les phénomènes pathologiques et les causes dont elles découlent. Ça lui permet également de classifier les phénomènes pathologiques et ça lui permet de répertorier les traitements. Et donc, en 1963, il pose donc les bases de l'éthiopathie. Donc, l'éthiopathie, c'est donc le pendant et sur le terrain,
puisqu'on est vraiment au contact du patient, et le pendant intellectuel dans l'ombre, puisque ce sont des pathologies du quotidien. Donc, grâce à l'éthiopathie, j'arrivais à combiner Indiana Jones et Batman. Déjà, là, moi j'avais déjà les étoiles plein les yeux. Je me suis donc inscrite dans l'une des 4 facultés. Donc moi je viens de la faculté d'éthiopathie de Bretagne. Il y a également Paris, Toulouse et Lyon. Et donc ces 4 facultés-là, elles délivrent à la fin de 5 années d'études le diplôme d'éthiopathie qui est reconnu par l'IFE, qui est l'Institut français d'éthiopathie, grâce auquel ensuite un éthiopathe peut s'inscrire au RNE, le registre national des éthiopathes. Ce qui est intéressant pour le patient, puisque si vous avez un doute sur un thérapeute, soit vous appelez l'IFE, soit vous vous référencez au site internet, ça vous permet de savoir chez qui vous allez. Donc ça, ces études-là, on arrive. Bon, quand on est... j'arrive, c'est la rentrée, je suis là avec mes camarades de classe, et on avait vraiment l'impression d'être à la porte d'entrée de quelque chose qui nous dépassait, qu'on allait entrer dans quelque chose qui allait nous révolutionner, en tout cas si ça ne révolutionnait pas le monde. Parce que en fait, nous allions apprendre pendant 5 ans le schéma du corps humain. Donc on allait apprendre l'anatomie, c'est-à-dire la structure, comment le corps humain est fait, la physiologie, la fonction, comment il fonctionne, comment ça marche. Nous allions aussi apprendre comment il peut dysfonctionner, et on allait également apprendre les techniques. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, la technique est importante, mais surtout ce qu'on allait apprendre, c'est à raisonner. On allait apprendre à analyser et à comprendre. Parce que si on n'analyse pas les phénomènes, on ne peut pas avoir des effets reproductibles. Si on ne comprend pas comment ça fonctionne, on ne peut pas être efficace. L'acte manipulatif, c'est un geste, effectivement, un geste très ancien, qui fonctionne puisque ça arrivait jusqu'à nous. Mais si on ne peut pas le justifier, on ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas avoir des effets reproductibles. Si vous voulez, c'est un petit peu Cro-Magnon, effectivement, il trépanait. Ça fonctionnait, effectivement. Mais par contre, il ne savait pas pourquoi. C'est un peu, voilà, si on prend un exemple, il y a Lydie qui arrive au cabinet ou qui va voir l'homme de Cro-Magnon soigneur, qui lui dit, voilà, j'ai mal quelque part. On tente. Ça fonctionne. Fifi arrive derrière, il a la même chose, ça ressemble à peu près, on fait pareil. Et si ça avait marché pour Riri et Fifi, on l'étendait à tout le monde. Mais si Loulou venait, qu'il avait sensiblement la même chose et que ça ne marchait pas, là on avait un souci. Et l'éthiopathie, donc cette systémique, ça nous permet de justifier l'acte manipulatif. Cette logique, elle est dans notre livre de référence, donc les principes fondamentaux pour une médecine éthiopathique. Et donc c'est ce que je vous expliquais, c'est la systémique. La systémique, c'est notre manière de voir. Ce qui permet, grâce à nos connaissances en anatomie, grâce à nos connaissances en physiologie, passer à travers le prisme de ces systémiques, cette manière de voir, d'aller des effets ressentis par les patients jusqu'à la cause. Si on reprend l'exemple du poignet, si vous voulez, le système, ça va être le corps en son entier. Et le sous-système, ça va être le poignet. Avec à l'intérieur, si on refait un effet zoom, dans le poignet, il va y avoir aussi d'autres sous-systèmes qui vont être la peau, les os, les cartilages, les muscles. C'est juste une manière de voir. Ça nous permet de simplifier les rapports et d'identifier exactement ce que va nous montrer, ce que va nous décrire le patient, le symptôme. Ça nous permet de savoir si on va avoir une action locale ou plutôt une action à distance. Donc pendant ces 5 ans-là, j'ai engrangé toutes ces connaissances. Ce qui nous permet d'avoir un bon fonctionnement d'esprit et qui nous permet d'avoir les conditions indispensables au bon fonctionnement d'un exercice éthiopathique. Là, je vous ai mis un certain nombre de systèmes sur lesquels on peut travailler en éthiopathie. Donc ici, c'est le système vasculaire. Ici, on a le système digestif. Là, c'est le système nerveux. Donc là, ça reprend un petit peu tout, mais c'était pour vous montrer le système ostéo-articulaire. Et ici, c'est le système musculaire.
Donc ça, je l'ai appris pendant 5 ans. Pendant ces 5 années-là, on a pu profiter de l'enseignement des éthiopathes, puisque ce qui est très intéressant dans les études d'éthiopathie, c'est que ce sont des éthiopathes en exercice qui viennent bénévolement donner de leur temps pour nous enseigner. C'est vraiment une passation de savoir. À la fin de mes études, j'ai validé mon diplôme et j'avais encore envie de grands espaces et de choses inconnues. Je suis donc allée m'installer à Lille. Oui, c'est pas très exotique, mais ça me paraissait loin. J'y ai vécu 10 ans, 10 ans de pratique intéressante, 10 ans de pratique enrichissante. Mais moi, je viens de la campagne. Je fais du parapente, de l'escalade, je suis une grande randonneuse et les grands espaces commençaient à me manquer. Moi, je pouvais laisser mon cabinet à mon remplaçant, qui était très intéressé par le reprendre. Et j'ai vu qu'un cabinet se libérait à Prades-le-Lez. Et donc, c'est pour ça que je suis arrivée ce soir ici, c'est pour ça que je suis arrivée en Hérault. Je continue encore à remonter, notamment en Bretagne, où moi j'ai été formée, puisque j'y donne cours. Et maintenant, j'ai également rejoint l'équipe enseignante de Toulouse, puisque c'est à côté. Donc ça m'a permis, voilà, ces 10 ans d'expérience, j'arrive maintenant dans l'Hérault avec ces 10 années d'expérience accumulées de Lille. Ça, c'était un petit peu le volet découvert de l'éthiopathie, et je vous ai un petit peu raconté ma vie. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus concrètement comment ça se passe. Donc, en cabinet, je prends l'exemple d'un mécanicien automobile. Vous allez le voir parce qu'il y a un témoin. On va en prendre un, on ne sait pas trop ce que celui-là. On va prendre celui-là, là. Celui-là, là, la batterie. Donc, vous allez le voir parce que dans certaines conditions, un témoin s'allume. Vous n'êtes pas mécanicien. Donc, vous allez le voir et vous lui expliquez au mieux dans quelles conditions, quand est-ce que ça s'est allumé, s'il y a des phénomènes qui déclenchent cet allumage. Qu'est-ce qu'il va faire, votre mécanicien? Est-ce qu'il va prendre son crayon et noircir la LED? Est-ce qu'il va mettre un produit dans le câble pour court-circuiter? Ou est-ce qu'il va carrément couper le câble? Pour vous, j'espère pas, hein. Sinon changez, parce que sinon votre voiture elle risque d'avoir des problèmes beaucoup plus graves. Non, un bon mécanicien, il va se dire, bon, cette LED s'allume, et il va aller en amont de l'allumage de la LED. En éthiopathie, on fait pareil. On remonte des phénomènes décrits par les patients jusqu'à la cause de cette pathologie. Concrètement, en cabinet, ça se passe comme ça. La première chose, donc un patient vient nous voir, et comme vous avec votre garagiste, il m'explique dans quelles conditions s'allume son voyant. C'est ce qu'on appelle l'interrogatoire. L'interrogatoire, c'est la phase la plus importante d'un traitement. Ça nous permet de collecter les informations, donc quand, comment, où ça fait mal. Ça nous permet aussi d'écarter les urgences, les pathologies qui ne relèvent pas d'un traitement éthiopathique, une fracture, un arrachement ligamentaire, une atteinte viscérale. Et ça nous permet également de voir vraiment précisément les structures concernées. Ça, il faut être très vigilant, parce que si un patient vient me voir en cabinet, c'est pas la même chose s'il me dit « j'ai mal comme ça, j'ai mal comme ça, j'ai mal comme ça » ou « j'ai mal comme ça ». C'est plus ou moins le même endroit, c'est plus ou moins la même zone, mais c'est pas la même chose. Et ça, si on n'est pas attentif, on passe à côté de ça. Et c'est une information, pas que celle-ci, mais ce sont des informations primordiales. Ça nous permet vraiment d'aller cibler la cause de la douleur. Si on reprend l'exemple du poignet tout à l'heure, le patient, il vient, il a mal, c'est pas la même chose s'il me dit ça irradie dans la main, ça fait mal quand j'appuie, ça fait mal quand je fais tel mouvement. Je vous expliquerai un petit peu tout à l'heure dans un cas précis. L'interrogatoire, ça nous permet aussi d'avoir un certain nombre d'hypothèses. C'est-à-dire que grâce à la systémique, on va classifier. On classe les phénomènes, je les mets dans des petites cases si vous voulez, et ensuite ça me permet par des suites de remonter jusqu'à un certain nombre d'hypothèses que je vais pouvoir confirmer ou infirmer par l'examen clinique. Donc l'examen clinique, premièrement c'est l'inspection, donc je vais regarder si c'est gonflé, si c'est rouge, s'il y a des petits boutons, s'il y a des petites vénules.
Je vais palper, je vais toucher, c'est chaud, c'est froid, c'est induré, le tissu est différent. On a des tests à la mobilité, donc on bouge soit passivement, c'est-à-dire moi je bouge le bras, soit je demande au patient de bouger. Ça me permet de voir par exemple quand arrive la douleur, les restrictions de mobilité. Et il y a également des tests à la douleur, c'est-à-dire que moi je vais appuyer à des endroits pour vraiment circonscrire la zone. Et c'est seulement après avoir fait ça, après avoir fait ce cheminement qui m'a permis d'infirmer et surtout de confirmer une des hypothèses, qu'il y a l'acte thérapeutique. Bon, évidemment, c'est important d'avoir une maîtrise juste de cet acte-là, mais ce n'est qu'un outil. Si on a une bonne maîtrise, mais qu'on ne sait pas s'en servir, ni quand, ni comment, c'est un petit peu comme utiliser un tournevis pour planter un clou. Ça fonctionne, hein. C'est pas vraiment fait pour. Une technique, ça ne nous renseigne pas beaucoup sur vraiment la pathologie. Bon, bah là, vous imaginez bien que je ne traitais pas un pied. Alors oui, je sais, on ne me reconnaît pas trop. J'ai un peu vieilli. Elles ont 5 ans, les photos. Donc là, oui, effectivement, c'est un traitement d'épaule. Ici, c'est plutôt un traitement digestif. Là où je suis, c'est au niveau colique plutôt. Donc on peut plutôt penser quand même à une constipation. Et donc là, c'est un traitement plutôt vertébral. Donc ces techniques, en soi, donc ces techniques, elles sont ancestrales, mais elles ont été revisitées grâce aux connaissances actuelles. Aujourd'hui, si vous venez me voir en cabinet, vous ne risquez pas de ressortir trépané. Hein. Et ce qui permet de soigner un grand nombre de pathologies. Donc là, je vous ai mis les principales indications. Cette liste n'est pas exhaustive. Et là, je peux vous expliquer je peux vous donner deux cas concrets. Si on prend notre cas de poignet. Donc là où j'ai voulu vous emmener avec ce poignet, c'était sur un syndrome du canal carpien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le canal carpien, c'est donc un canal membraneux et squelettique, c'est-à-dire que vous avez une petite cuvette formée par les os de votre carpe, de votre poignet, et par-dessus, une membrane qui ferme ce canal. Et à l'intérieur, il y a des structures qui vont passer, des tendons, des artères, et aussi, surtout, ce fameux nerf médian. Et donc, ce syndrome du canal carpien, c'est lorsque c'est lorsque ce nerf vient au contact de la petite membrane, et donc à ce moment-là, ça engendre un faisceau de douleur et de symptômes. Qu'est-ce que fait l'allopathie? Un allopathe, lui, c'est une petite intervention chirurgicale, il vient couper la petite membrane. Donc effectivement, là où on était un peu serré, hop, le nerf, c'est bon, il peut prendre sa place. En éthiopathie, nous on se dit, mais ce nerf, il était là avant, il n'y avait pas de souci, il passait. Oui, c'était un peu serré, mais ça passait. Donc on va se demander comment maintenant ça se fait que ça ne passe plus. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un traumatisme au niveau du poignet qui fait que ce petit canal s'est un peu modifié et que le nerf ne passe plus aussi bien? Est-ce que le nerf a gonflé? Donc dans ce cas-là, ce serait une inflammation. Donc on va aller voir comment cette inflammation est arrivée, ce qui va nous permettre soit d'avoir une action locale, soit une variable d'une action à distance pour régler cette inflammation. D'accord? Je ne vous ai pas perdu? Donc ça, c'était un exemple sur une pathologie plutôt, nous on dit, je ne sais plus, périphérique. Maintenant, je vais vous prendre un exemple viscéral. Je vais vous prendre l'exemple d'une cystite. Une cystite, c'est nom pour dire infection urinaire. Donc, une cystite, c'est dû, la quasi-totalité des cas, à un développement, une surcolonisation d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Coli, le nom de la bactérie, elle nous indique d'où elle vient. Coli, ça veut dire côlon. Donc c'est une bactérie qui est naturellement présente au niveau du côlon. Vu la topographie, notamment chez les femmes, mais chez les hommes, c'est pas non plus très loin, il y a forcément une petite colonisation, puisque l'anus et le méa urinaire sont à côté. Il y a toujours une colonisation. Mais la vessie, c'est un système qui est en équilibre. Donc, l'éthiopathe, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bon, d'accord, à un moment donné, il y a eu ce dysfonctionnement qui a fait
que ces bactéries, elles se sont développées. Là, dans ce cas-là, l'éthiopathie, elle vient en renfort de l'allopathie. C'est-à-dire que si vous avez une infection urinaire, il faut quand même prendre l'antibiothérapie sur une courte période. Sinon, vous risquez d'avoir des complications rénales. Il ne faut pas rigoler, hein. Donc l'éthiopathe vient en renfort et surtout, il permet d'éviter les récidives. Donc dans ce cas-là, on va aller voir au niveau local. C'était le traitement, ça s'apparente un petit peu au traitement qu'on a vu tout à l'heure sur la petite fille. Voilà. Donc quand on dit en local sur du viscéral, c'est ce type de technique pour aller redynamiser la vessie. Et on va aussi aller voir qu'est-ce qui permet à Escherichia coli de rester tranquillement dans ce point-là. Souvent, c'est un problème de dysfonctionnement du système immunitaire. Donc dans ce cas-là, on va aller à distance voir qu'est-ce qui fait que le système immunitaire n'est pas assez efficace à ce moment-là. Toute cette petite explication, ça m'a permis, moi, au fil des années, de trouver ma définition de l'éthiopathie. Donc, moi, j'aime bien dire qu'un éthiopathe, c'est un mécanicien du corps humain, puisqu'on utilise la systémique, qui est quand même un outil qui est relativement mécaniste. Donc, nous sommes des mécaniciens du corps humain et on cherche la cause de la pathologie physique dans le but de l'éliminer pour rendre le bon fonctionnement, la physiologie, au corps humain. D'accord ? Maintenant, si vous avez des questions,